bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse de Great American Bash 2007. C'est parti. Alors, normalement cette vidéo sera une des dernières vidéos de l'année. Je sais pas quand elle sortira, normalement elle sortira dans la dernière semaine de décembre. Donc je vous le dis direct, voilà, joyeuse fête. Joyeux Noël, c'est déjà passé. Bonne fête de fin d'année, etc. Je serai sûrement pas chez moi, la vidéo sortira, voilà, parce que je la tourne en octobre, au jour où je tourne. Voilà. Avant que je commence l'analyse, je tiens à dire que je kiffe le décor de Great American Bash 2007. Un rond, beaucoup de choses autour. J'ai vraiment kiffé. J'ai hésité à le noter, mais voilà, je note le décor, vous savez, que pour les WrestleMania. Mais j'ai vraiment hésité à le noter parce que j'ai vraiment kiffé le décor. On va tout de suite commencer le match. C'était MVP, l'opener, qui affrontait Matt Hardy pour l'équipe des États-Unis. Petit point positif, un petit pic pour Boris the Red qui passe par là. J'aime beaucoup, je kiffe la musique de Matt Hardy. Vraiment, je la surkiffe, je sais pas pourquoi. Pardon, de MVP. Non, pardon. Vraiment, voilà, c'est le truc que je tiens à dire. Sinon, le match est très lent, sans rythme. Vraiment, seulement les 2-3 dernières minutes sont un peu plus intenses, sont un peu plus accentuées. Je me rappelais dans ma tête qu'il y avait beaucoup d'affrontements entre eux, qu'ils avaient une rivalité, etc. Je me rappelais pas des matchs précisément. MVP qui conserve et donc qui reste le champion des États-Unis. C'est le public vraiment qui m'a fait tenir le match, parce que le match était vraiment très lent, beaucoup de faux rythme aussi dans le match. Quelques botches en plus qui n'aident pas la note du résultat final. 13 minutes, ça va, c'est un temps qui passe pour un opener. Donc MVP qui conserve la note, donc s'élève à 8 sur 10. Le match pour le titre Cruiserweight, le deuxième match du show, c'était donc Chavo Guerrero qui défendait dans un Open Challenge, je crois, son titre contre Jimmy Wang Yang, Shannon Moore, Funaki et Jamie Noble. Et juste avant que le match commence, on a vu un petit bâtard du nom de Hornswoggle qui est passé dans le ring. Hop, il est rentré, il est sorti. Et après il est revenu sous le ring. Bien sûr, on se doutait un peu de quelque chose, mais voilà. Match assez rythmé quand même, assez court. Je crois qu'il a duré pas très longtemps. Je n'ai pas noté le temps, mais le match a été très court. Je l'ai noté, mais c'était vraiment rythmé avec des cruiserweights. Ça s'arrêtait pas en fait. Il y en avait toujours partout. C'était à l'extérieur du ring, il y avait des spots. Voilà, et ça sautait, des gens qui sautaient du haut de la troisième corde, etc. Mais la fin, c'est une blague. C'est une blague. Le petit bâtard qui arrive, donc tout le monde est KO, etc. Jimmy Young vient de faire un finish sur Jamie Noble. Après, Jamie Noble a sauté en frog splash, je crois, sur Chavo Guerrero, etc. Donc il est détruit. Et là, il y a le petit bâtard, Hornswoggle, qui arrive, qui monte sur la troisième corde et sans aucun impact. Frog splash sur Jamie Noble, aucun impact. Et il devient nouveau champion Cruiserweight. C'est une blague. Il y a Jimmy Young qui mérite. Il y a Jamie Noble, Chavo Guerrero. Et c'est le putain d'Hornswoggle qui devient champion Cruiserweight. Et en plus, je crois que c'est devenu le dernier champion Cruiserweight, parce qu'après, je crois qu'il n'y aura plus de champion. Waouh, c'est une blague. Et vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle cette fameuse année de septembre 2017. Cette fameuse année où les softs se sont séparés. Cette fameuse année où on s'est dit Enzo Amore ne vaut plus rien. Il va être viré. C'est obligé. Et en plus, il ne le méritait pas. Et bien voilà, ça me rappelle Hornswoggle, je le compare vraiment à Enzo Amore. C'est-à-dire que le mec ne mérite pas. Il mérite rien. Enfin, il mérite vraiment pas d'être dans cette division. Il mérite vraiment pas d'avoir le titre. Le mec, voilà, Enzo Amore, il est insolent, il sert à rien. Mais pourtant, il entre dans la division Cruiserweight et puis il gagne le titre par triche en plus. Et voilà, il gagne le titre alors qu'il y a plein d'autres gens qui méritent d'avoir le titre là. En l'occurrence, il y avait Jimmy Wang Yang, il y avait Jamie Noble qui méritait. Et un mec que je compare à Enzo Amore en 2007 arrive, il dit je vous emmerde tous, j'aime plus que vous, je vous emmerde, il prend le titre et c'est fini. Ça m'a rappelé vraiment ça. J'ai vraiment été très déçu. En plus, le match est court. Je crois que c'est vraiment le dernier champion de la MJ. J'espère qu'il a perdu au prochain SmackDown ou au prochain Raw. Mais je crois que c'était le dernier champion Cruiserweight. Donc bon, très déçu. J'ai mis 6 sur 10 pour ce match. Il mérite vraiment pas plus. Kendo Stick on the pole match. C'est une blague. Hashtag Alexa Bliss contre Bayley. Hashtag Extreme Rules. Kendo Stick on the pole match. Le Sandman contre Carlito. Où est l'intérêt? Où est la rivalité? Où est la storyline? Où est la logique? Ces deux ne s'assemblent pas. Ça sert à rien qu'ils soient ensemble. Mauvais, 5 minutes. À la fin, le Sandman qui décroche le kendo stick qui est en haut, il veut l'utiliser. Carlito le contre, backstabber qui est son finish. 1, 2, 3, c'est fini. 5 minutes, voilà. Au moins, dans le match Alexa Bliss contre Bayley, qui je crois s'est déroulé à Extreme Rules 2017, au moins elles avaient utilisé le kendo stick. Hein. Là, il n'y a même pas eu d'utilisation de kendo stick. C'était un match mauvais, le public n'était pas dedans. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien à retenir dans ce match. Le néant, il n'y a vraiment rien à retenir. J'ai mis 2,25, je ne vais pas y rester plus longtemps. On va direct enchaîner avec le quatrième match du show. Melina affrontait Candice Mitchell pour le titre des Women's dans un match simple. Il y a eu beaucoup de botches, comme à l'habitude évidemment
des women, ça change pas. Il va encore une fois le même argument qui revient. Mais le plaisir n'était que pour les yeux, encore une fois. Il y a eu beaucoup de cris dans ce match, encore une fois, pour moi c'est un élément perturbateur et donc j'enlève 0,5 parce que ça gâche vraiment le match, c'est vraiment chiant leurs cris. Et la fin, encore une fois, le finish de Candice Mitchell qui est pas du tout crédible et botché et donc Candice Mitchell conserve son titre. Le seul point positif que je peux retenir du match, c'est qu'il y avait du rythme. C'était un match assez rythmé, même s'il était très court, il a duré quoi 4 minutes, 5 minutes peut-être, mais c'était juste le point négatif, c'est qu'il y avait beaucoup de rythme et voilà, beaucoup de botch encore une fois. 2,75 pour pas changer. Match où je vais être assez expéditif parce qu'il m'a assez déçu. Umaga contre Jeff Hardy, donc Umaga défendait son titre intercontinental qu'il avait récupéré contre Santino Marella il y a quelques semaines. Contre Jeff Hardy, j'attendais beaucoup de ce match, mais le match était lent. Voilà, Umaga qui faisait des prises très très lentes de soumission évidemment. Umaga quand même assez rapide, il faisait des trucs assez très rythmés et très dynamiques alors qu'il fait 150 kg, voilà, donc bravo à lui. Mais sinon voilà, Jeff qui revient quelques fois dans le match, mais le match est quand même lent. Victoire prévisible d'Umaga en seulement 11 minutes, assez court pour moi qui conserve le titre. Le seul point positif que je peux noter, voilà, c'est que le public était là en fait, il était là pour Jeff, mais c'est qui te faisait rester dans le match. C'est que le public était là, mais pour moi il mérite vraiment pas sa place dans un pay-per-view. Match bien trop vide en fait pour moi. Voilà, Umaga qui conserve son titre intercontinental et ça mérite la note de 6,5 sur 10. Je crois que pour ce match, la WWE n'a jamais aussi bien porté son nom. Du catch divertissement. Voilà, du sport divertissement, je crois que ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Dusty Rhodes affrontait Randy Orton dans un Texas Bull Rope match, donc en gros ils étaient tous les deux attachés à une corde, il y avait une cloche entre. Le match a duré 5 minutes, aucun ring, aucun mouvement, aucune dynamique, aucun public, absolument rien. Enfin si, il y avait du public pour évidemment Dusty Rhodes pour le soutenir, mais il n'y avait absolument rien à retenir dans ce match. Victoire avec un pump kick bien botché de Randy Orton. À la fin, Randy Orton qui va encore... non, c'est à la fin, je sais plus en fait. Et je crois qu'il gagne par un RKO sur Dusty Rhodes. Et après, à la fin du match, il y a Randy Orton qui veut faire un pump kick, mais il y a Cody Rhodes, le fils de Dusty Rhodes, qui arrive pour sauver son père. Et on voit, voilà, Randy Orton est assez énervé. Et voilà, c'est vraiment du pur divertissement, vraiment pur et dur. Du divertissement pur et dur. Et voilà, la WWE n'a jamais aussi bien porté son nom de World Wrestling Entertainment. Bon, match qui n'a servi à rien, j'ai mis 3 sur 10 quand même. Le match où j'étais beaucoup hypé, le Great Khali défendait son titre poids lourd contre Batista et Kane. Alors Edge évidemment avait, comme je l'avais dit dans une vidéo, il avait été blessé dans une attaque parce qu'il avait fait un segment et Kane s'était déguisé, il avait attaqué Edge et donc Edge était blessé. Et ensuite il y a eu une bataille royale pour le titre poids lourd et c'est Khali donc il a gagné en éliminant Kane et Batista. C'est donc comme ça que le match est né. Donc j'étais vraiment beaucoup aimé parce que vraiment je voulais vraiment voir du match brutal. C'est ce qu'on a eu, une domination totale du Great Khali qui domine Batista et Kane. Ils reviennent à un moment dans le match où ils font un Shock Slam Spinebuster en gros sur Great Khali à travers une table. Vraiment hyper brutal et hyper lourde la prise à travers la table. J'ai vraiment beaucoup aimé ce spot du Shock Slam Spinebuster à travers la table. Ensuite ils se fight un peu de 3 minutes Batista et Kane. Ensuite Great Khali revient. Et enfin Shock Slam, je crois que c'était sur Batista ou Kane, je sais plus, je crois que c'était sur Batista. Et donc la victoire revient à Khali qui conserve son titre. D'ailleurs, petit point rigolo, Great Khali ne sait pas tenir une ceinture. Il la tient à l'envers quand il arrive à l'entrée, il la tient à l'envers. Et à la fin, il la tient à l'envers aussi quand il la reprend pour la victoire, il la tient à l'envers. Mec, c'est pourtant facile. Il y a un sens pour tenir une ceinture. Là où il y a marqué ton nom, ça doit être en bas, ça doit pas être en haut. Donc s'il te plaît, fais des efforts et tiens à droite. Je pense qu'ensuite Vince McMahon après le show a dû lui remonter un peu les ficelles, enfin les bottes, je sais pas comment on dit, a dû un peu lui remonter les bretelles, voilà. Et parce qu'après dans les autres shows il a pu le faire, il a bien tenu la ceinture droite. Je pense que Vince McMahon lui a bien dû lui remonter les bretelles parce que ce mec c'est vraiment con. Il sait pas tenir une ceinture droite. J'aime beaucoup ce mec, hein, mais il sait pas tenir une ceinture droite. Voilà, victoire de Khali qui le crédibilise encore plus et qui était crédible. Voilà, je voulais pas. Voilà. Batista et Kane pouvaient battre, mais bon, Khali reste crédible et donc gagne ce match. J'ai mis une bonne note de 8,75 sur 10 pour la victoire du Great Khali. Et enfin, le match qui me hypait le plus, j'ai mis hype. Bobby Lashley affrontait John Cena pour le titre de la WWE. J'étais hypé de fou, j'attendais que ça depuis le début du show et on l'a eu. C'était vraiment un pur et bon match. 15 minutes
Le temps était quand même assez bon, il faut le souligner pour un main event. Match très brutal, hyper rythmé, beaucoup de spots. Donc Bobby Lashley qui résiste au STFU de John Cena et au FU, donc AA maintenant, de John Cena. Donc là c'était un truc incroyable, hein. À l'époque personne ne résistait au Attitude Adjustment, Bobby Lashley l'a fait. Ensuite il y a Bobby Lashley aussi qui spire John Cena et Cena qui résiste. Voilà, c'était vraiment énorme, la foule. Voilà, la foule était vraiment hyper excitée, ce qui te mettait encore plus d'ambiance dans le match. Et enfin le match termine avec un FU de John Cena sur Bobby Lashley. Donc Cena conserve le titre, c'était prévisible. J'étais à fond derrière Lashley. Je pensais peut-être à une victoire de Lashley, mais j'avais aucun souvenir de Bobby Lashley champion de WWE. Donc voilà, c'est pas maintenant que ça allait arriver. Malheureusement, Cena conserve. Un point aussi que je voudrais souligner, c'est vraiment que ce main event a été construit comme un dream match. Je veux dire, pendant tout le show et surtout avant le show, quand il y a eu une petite vidéo d'avant-show, d'avant la rivalité, présenter la rivalité, etc. Ce match était vraiment construit comme un dream match parce qu'ils ont interviewé des gens comme Ric Flair, comme Batista, comme Steve Austin en disant ouais Bobby Lashley est l'homme le plus athlétique et agile que j'ai jamais vu de ma vie, et John Cena, oh mon dieu et tout. Et vraiment c'était vraiment construit comme un dream match quand on a interviewé des légendes comme Austin et Ric Flair pour un match. C'est vraiment énorme. Et donc à la fin du match, j'ai oublié aussi de le dire, mais à la fin du match, Cena et Bobby Lashley serrent la main en signe de paix entre eux, voilà. Cena garde son titre. Mais voilà, encore une fois, c'était un très bon match. Le public était dedans, moi j'étais dedans. Oh, beaucoup de rythme dans ce match. J'ai mis une très bonne note de 9,5 sur 10, qui est la meilleure note du show, je crois.